Donc bonsoir, je suis Fanny Coron, merci avant tout pour cette invitation à Anne-Robert puis au projet Continuum. Donc moi je suis là ce soir pour vous parler de mon activité qui est le conseil génétique et donc en discutant de la préparation de cette présentation avec Dr Richard, on s'est dit que finalement de discuter du conseil génétique puis ensuite de la surveillance des patients, c'était une manière de reproduire ce qui se passe en réalité chez nous pour nos patients, c'est-à-dire qu'en règle générale, les gens vont me rencontrer, puis ensuite ils vont passer du côté du suivi médical. Alors, donc rapidement, ce dont on va parler, j'espère que tout le monde m'entend bien. Est-ce que le son est correct ? Pardon. Donc on va finalement définir ce que c'est le conseil génétique. On va très rapidement parler du syndrome de prédisposition héréditaire au cancer du sein et des ovaires, donc principalement lié à BRCA, mais aussi de manière un petit peu plus large. Qu'est-ce qui se passe lors d'un conseil génétique? Quel est le rôle de la conseillère, donc moi et mes collègues, auprès des patients? Puis quelles peuvent être les ressources utiles? Donc, effectivement, qu'est-ce que c'est un conseil génétique? Lorsque on est en consultation, notre rôle, c'est d'aider les personnes que l'on rencontre à comprendre déjà des concepts qui ne sont pas forcément des concepts très simples et qui font partie du quotidien, puis comprendre la condition qui est suspectée ou qui est confirmée dans la famille, s'adapter aux implications médicales, la surveillance par exemple, la prise en charge, discuter des implications psychologiques et puis bien sûr discuter des implications familiales. On dit souvent en génétique que finalement le patient c'est une famille parce que on va avoir tous les membres de la famille qui peuvent être concernés par le diagnostic réalisé. Donc on est là pour clarifier le diagnostic s'il a été fait, quels sont les risques pour les apparentés, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ces apparentés et également guider les personnes vers une surveillance et une prise en charge. Pour l'oncogénétique à proprement parler, donc la génétique qui parle des prédispositions génétiques au cancer, c'est vraiment identifier les personnes à risque qui ne relèvent plus de la surveillance de la population générale. C'est une stratification des risques, c'est quelque part personnaliser la médecine. Anne-Robert disait à l'instant que je travaillais dans un projet qui implique la médecine personnalisée et l'oncogénétique en fait tout à fait partie. Rapidement, quelques notions de base de génétique pour peut-être les personnes qui n'auraient jamais eu de conseil génétique. Donc, quand on parle de gènes, on parle en fait d'une unité d'information. Ces unités d'information, on en a environ 25 000 et ce sont elles qui permettent à l'organisme, à notre corps, de fonctionner correctement. Ces 25 000 gènes sont présents dans chacune de nos cellules, donc toute l'information génétique est la même dans toutes nos cellules. Après, chaque organe va utiliser l'information nécessaire. Donc quand on parle d'analyse génétique, au final, c'est aller lire ce code génétique, donc ce que vous voyez, cet enchaînement de lettres, pour voir si on a présent ce qu'on appelle une mutation, donc tout simplement une faute d'orthographe, une faute de code, qui fait que le gène ne serait plus correctement fonctionnel. Puis, quand on parle de cancer en génétique, on essaye de faire on essaye d'expliquer la différence entre un cancer qu'on va dire sporadique, puis un cancer qui est lié à une prédisposition génétique, à une prédisposition familiale. Lorsqu'on parle d'un cancer sporadique, c'est la première ligne que vous voyez en haut. C'est une personne qui va naître avec ses cellules à la naissance complètement normales, sans aucune mutation. Puis, au fur et à mesure de sa vie, on va avoir différentes mutations qui vont se surajouter en fonction du temps qui passe, des facteurs de risque, du hasard même, etc. Et ce qui fait que peut-être, à un moment, on va avoir, vous voyez tous ces points colorés qui se surajoutent, on va avoir une cellule qui va avoir suffisamment de mutations pour
devenir une cellule cancéreuse, c'est-à-dire une cellule qui se développe trop rapidement que ce qu'elle devrait, et aussi une cellule qui migre, qui a la capacité de migrer ce qu'elle ne devrait pas faire. Et donc on va avoir un cancer qui apparaît. Pour une personne porteuse d'une prédisposition, en fait, ce temps peut être plus court car cette personne, c'est la personne que vous voyez dans la deuxième ligne, va naître avec une mutation présente dans toutes ces cellules. Donc, on imagine très bien que le risque qu'elle développe un cancer va être plus important et aussi l'âge auquel elle va présenter son cancer peut être plus précoce. Donc, si on regarde la différence entre cancer sporadique et cancer héréditaire, la grande majorité sont sporadiques, puis les cancers qu'on définit comme héréditaires, donc liés à un gène de prédisposition, on évalue que ce sont 5 à 10% des cancers en règle générale. Donc tout de même une minorité, mais une part non négligeable. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être référé en oncogénétique? Qu'est-ce qui va faire qu'un médecin va référer une personne, va parler de l'oncogénétique? Ça peut être dans une famille lorsqu'on a plusieurs apparentés avec un même type de cancer ou des types qu'on peut génétiquement relier entre eux. Ça peut être un âge d'apparition précoce, donc un âge non classique pour certains cancers. Ça peut être le fait qu'on a ce qu'on appelle une transmission dominante, donc on va voir sur plusieurs générations des cancers qui sont présents, typiquement le grand-parent, le parent, puis la personne qu'on a en face de nous. Ça peut être aussi la présence d'un seul cancer, mais un cancer rare. Le cancer de l'ovaire, par exemple, c'est un cancer rare, donc ça soulève la question quand on le rencontre. Ça peut être aussi le fait que les cancers sont à plusieurs sites, ce qu'on appelle multifocaux ou bilatéraux quand il existe deux organes. Ça peut être plusieurs cancer chez une même personne. Ça peut être aussi la présence d'autres signes qui ne seraient pas des cancers mais qui feraient penser à un syndrome génétique. Ou aussi ça peut être des cancers qu'on sait être fortement liés à des facteurs de risque et dont le facteur de risque n'est pas présent. Comme je vous disais, on se concentre un petit peu plus aujourd'hui sur, bien sûr, le syndrome de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire héréditaire lié à BRCA1 et 2 qui va être développé de manière plus importante par Dr Richard tout à l'heure, qui implique plutôt chez la femme un risque plus élevé de cancer du sein et de l'ovaire et de cancer du sein et de la prostate chez l'homme, de manière moins importante des cancers au niveau de la peau à type de mélanome et du pancréas. Et en fait, ces gènes BRCA1 et 2, on sait qu'ils représentent 50% des cancers du sein héréditaires environ. Ça veut dire qu'il y a d'autres gènes qui sont impliqués, dont d'autres gènes qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle. Au niveau de leur transmission, c'est une transmission qu'on va dire autosomique dominante pour ces gènes, c'est-à-dire que la transmission autosomique dominante, ça signifie autosomique que les hommes comme les femmes peuvent être porteurs d'une mutation et donc être porteurs de la prédisposition, éventuellement développer un cancer. Et dominant signifie que sur les deux gènes qu'on a en double, la présence d'une seule mutation, donc d'une seule copie du gène muté, suffit à donner la prédisposition, donc le risque plus élevé de développer un cancer. Donc, dans cette prédisposition, les hommes comme les femmes peuvent également transmettre et le risque pour la descendance est de 50%. Je vous disais à l'instant, les gènes BRCA1 et 2 représentent finalement environ 50% des gènes impliqués dans le cancer du sein, ce qui fait que même si on va plus parler de ces deux gènes-là aujourd'hui, on est en train d'évoluer de plus en plus dans nos connaissances puis dans notre pratique vers la possibilité de tester d'autres gènes de manière plus large, soit des gènes... Je ne sais pas si tout le monde voit ma souris, soit des gènes qui vont être ce qu'on appelle à haut risque, dont font partie les gènes BRCA1 et 2, mais aussi de plus en plus des gènes qui vont donner des risques
plus modéré. Alors, donc le conseil génétique en lui-même, quand on rentre un petit peu dans le vif du sujet, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive en conseil génétique? La première des choses, c'est finalement de savoir quelle va être la demande. La demande, premièrement, bien sûr, de la personne qu'on a en face de nous, la personne de son médecin qui, en règle générale, nous réfère le patient, puis aussi nous faire passer les points qui sont importants, c'est-à-dire transmettre toute l'information qu'on juge nécessaire à cette consultation. Puis, en règle générale, la première la première question que je pose aux patients, c'est est-ce que vous avez une idée de la consultation, du but de cette consultation et de son déroulement? Et je pense dans à peu près 90 à 95% des cas, les gens me disent absolument pas, on m'a juste dit de venir, puis je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Donc, dans cette première phase, l'important, ça va vraiment être d'expliquer pourquoi le conseil génétique est important, puis qu'est-ce que ça peut apporter à la personne. Puis finalement, c'est un petit peu ce que je vais vous dérouler lors de ces prochaines diapositives. Puis, je vous disais, 90-95% des gens ne savent pas. Les 5 à 10% autres me disent souvent « Ah ben, je suis là pour une prise de sang ». Donc là aussi, c'est aussi de vous montrer, si vous n'êtes jamais passé par un conseil génétique, mais qu'il y a au-delà, bien sûr, de la prise de sang, puis qu'il y a des impacts importants à discuter. Et puis c'est toujours ce temps qu'on prend pour les aborder. Juste, j'entends toujours un petit écho. Est-ce que par hasard, il y aurait encore un micro allumé quelque part? Donc, finalement, lors de la consultation génétique, une fois qu'on a fait connaissance, puis qu'on a discuté des premières attentes, le début, ça va être d'avoir plus d'informations. Plus d'informations sur la personne, plus d'informations sur ses antécédents aussi familiaux. Donc, les antécédents personnels, ça va être bien sûr le diagnostic de cancer si la personne a présenté un cancer. Est-ce que tout le monde m'entend toujours? Oui. Quel âge, quel type de traitement, etc. Mais c'est aussi la présence d'autres antécédents. Est-ce qu'il y a des problèmes de fertilité? Est-ce qu'il y a eu des fausses couches à répétition? Est-ce qu'il existe des malformations chez la personne? Est-ce qu'il y a un autre syndrome génétique? Parce que en conseil génétique, on adresse l'ensemble des problématiques de la personne qu'on a en face de nous et pas uniquement son histoire de cancer. On est bien sûr là pour répondre aux autres questions si elles apparaissent. Puis, la prise des antécédents familiaux, c'est souvent quelque chose qui prend du temps quand on a des grandes familles parce qu'on va discuter sur les 3 générations, donc jusqu'aux grands-parents, des antécédents de chaque personne, en particulier les diagnostics, bien sûr, de cancer, quel type de cancer, à quel âge, parce que c'est important pour nous pour visualiser après qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer au mieux dans la famille. Bien évidemment, c'est toujours au meilleur des connaissances de la personne et on comprend tout à fait que les informations d'un cousin éloigné ne soient pas toujours connues. Dans certaines familles, on a perdu aussi contact avec certaines branches familiales. Il y a toujours possibilité aussi de compléter a posteriori l'arbre généalogique. On a aussi d'autres questions comme la consanguinité. Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre les deux parents? C'est des choses qui sont importantes. Puis, ça peut paraître étonnant, mais on demande toujours l'origine géographique des grands-parents. Donc, finalement, l'origine ethnique, ça nous permet aussi d'adapter nos tests génétiques particulièrement. Donc ensuite, une fois qu'on a toutes ces informations, ça va nous permettre d'interpréter cet arbre généalogique et puis de proposer une stratégie diagnostique. Donc en fait, on va
proposer une analyse lorsque la personne va être significativement à risque d'être porteuse d'une mutation. C'est-à-dire si on évalue que la probabilité qu'on retrouve une mutation est suffisamment forte dans la famille. Lorsqu'on parle de conseil génétique, on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la recherche. Donc ça veut dire qu'il faut que cette analyse, elle soit correctement interprétable, c'est-à-dire qu'on sache qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce résultat une fois qu'on l'aura, si la personne souhaite effectivement faire cette démarche, et savoir lui expliquer quel impact sur le suivi médical ces résultats vont avoir. Donc, une fois qu'on a analysé toutes ces données, on va donc proposer cette analyse. Ensuite, la question, c'est à qui on la propose. Est-ce que c'est la personne qui va être en face de nous, qui va être premièrement référée par le médecin, ou alors est-ce que c'est une autre personne dans la famille qui peut-être va avoir une probabilité plus forte. Par exemple, quelqu'un qui aurait eu un cancer à un âge beaucoup plus jeune, on va préférer, si c'est possible, faire ce test initialement chez cette personne parce qu'elle va être ce qu'on appelle plus informative, on a plus de probabilités et finalement, on va avoir un résultat qui nous permettra un conseil génétique plus efficace pour l'ensemble de la famille. Puis aussi, bien sûr, est-ce qu'il y a d'autres analyses indiquées dans la famille? Est-ce qu'il y a un antécédent de fibrose kystique? Est-ce qu'il y a un antécédent qui justifie d'avoir un autre test? Ça, bien sûr, c'est évalué également. Puis ensuite vient la phase du conseil génétique, c'est-à-dire vraiment de transmettre l'information à la personne en face de nous, lui expliquer les informations générales sur le cancer, les informations générales sur les concepts génétiques, et puis discuter de la suspicion du syndrome génétique auquel on pense, quel est le risque de ce cancer associé, quelle est la transmission, quelles sont les recommandations de prise en charge. C'est idéalement un processus dynamique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un cours, puis c'est souvent quelque chose qu'on amène à nos étudiants en conseil génétique. Le but, c'est vraiment d'avoir une discussion, puis de s'adapter aussi aux connaissances, puis aux besoins de chaque personne. Si on se projette aussi, ça va être expliquer les analyses possibles, puis bien sûr leurs répercussions. Les répercussions au niveau individuel, en particulier au niveau de la surveillance, qui encore une fois vont être développées plus tout à l'heure. Les répercussions familiales que ça peut avoir, autant au niveau des tests, mais des fois les répercussions au niveau des liens familiaux, est-ce qu'il y a déjà des conflits ou autres. Les répercussions psychosociales pour les personnes, les répercussions également au niveau plus socio-économique. Donc vraiment notre rôle, c'est finalement de vulgariser toutes ces données souvent assez denses et assez complexes pour permettre à la personne qu'on a en face de nous de prendre une décision. Puis la bonne décision, c'est toujours sa propre décision. C'est très personnel. Puis nous, notre rôle, c'est vraiment, après avoir expliqué tout ça, c'est inciter la réflexion. Donc déterminer quelles peuvent être les problématiques de chaque personne. Ça peut être aider la personne en face de nous en se mettant en situation. Qu'est-ce que, par exemple, si on trouvait une mutation chez vous, qu'est-ce que vous pensez que ça changerait dans votre suivi, dans votre vie de tous les jours? Ça peut être éclairer la personne sur les enjeux possibles. Si par exemple on est dans l'attente d'une chirurgie et que le test génétique peut avoir un impact, c'est sûr qu'on discute à ce moment-là des délais, de quand la chirurgie a été cédulée, etc. Puis, le but étant d'obtenir un consentement éclairé. Je dis toujours qu'on fait signer beaucoup de papiers en génétique, on fait toujours signer un consentement à l'analyse, puis un concept qui est très important, c'est le consentement éclairé, c'est-à-dire qu'on doit avoir donné toutes les informations à la personne qui consulte pour prendre sa décision au meilleur de ce qu'elle pense.
Les questions qu'on peut avoir, c'est pourquoi faire le test, pourquoi ne pas faire le test, ou alors la question qu'on peut entendre de qu'est-ce que vous feriez à ma place. Bien sûr, c'est jamais la question à laquelle on peut répondre parce que, encore une fois, c'est chaque personne qui va savoir ce qui est le mieux pour elle. Par contre, on peut discuter. Pourquoi est-ce qu'on ferait le test? La première chose, c'est qu'on peut clarifier le niveau de risque. Est-ce qu'on est dans un risque important et qu'on doit adapter son suivi médical? Est-ce qu'on est dans un risque plus modéré, que la surveillance qu'on a à l'heure actuelle est suffisante? Ça peut être confirmé, la présence d'une prédisposition génétique au cancer ou à l'inverse, modifier les risques qu'on pensait, c'est-à-dire se rendre compte que finalement c'est une autre prédisposition qui existe dans la famille. Et puis, ça peut être bien sûr de permettre aux apparentés de réaliser un test génétique si on trouvait une mutation. L'autre question, c'est pourquoi ne pas faire le test? Mais pour plusieurs raisons. Déjà, la possibilité d'avoir un résultat qu'on dit non informatif, c'est-à-dire de faire un test et de ne pas retrouver de mutation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas qu'on n'a pas de mutation génétique. Souvent, les gens me disent finalement, mon cancer n'est pas génétique. On n'est pas certain. Encore une fois, BRCA1 et 2, c'est 50% des gènes. Donc, on a encore, même en 2015, beaucoup de choses à découvrir. Donc, c'est un résultat, s'il est effectivement non informatif, ça peut créer de l'anxiété ou un faux sentiment de sécurité chez certaines personnes. Ça peut être le fait que ce sont d'autres personnes de la famille qui souhaiteraient qu'on fasse le test alors que nous, on n'est pas forcément convaincus. Ça peut être le fait qu'on est anxieux puis que ça va rajouter une anxiété ou que tout simplement c'est pas le bon moment actuellement pour faire ce test-là. Ça peut être parce que on aurait un impact négatif sur les relations familiales, encore une fois à ce moment précis. Ça peut être aussi la peur de la discrimination, surtout au niveau des assurances, comme bien sûr tout diagnostic médical. Puis j'ai vu que cette problématique sera abordée le mois prochain. Puis c'est vrai que c'est une problématique qui est extrêmement importante. Donc on va essayer de discuter de tous ces éléments en parlant aussi des facteurs qui peuvent influencer cette décision. Bien sûr, l'expérience face au cancer ou à la condition. On ne va pas être dans la même dynamique face à quelqu'un qui a vécu le cancer d'une personne proche de manière extrêmement difficile parce que la maladie était très sévère, ou alors de quelqu'un qui n'a jamais eu dans son entourage de personnes qui a présenté un cancer. Les relations familiales, c'est sûr que c'est quelque chose qui entre vraiment en ligne de compte. Est-ce que les autres personnes de la famille sont informées de la démarche qui est faite actuellement, comment l'information circule dans la famille, comment cette information pourrait être reçue par les autres personnes de la famille. C'est quelque chose d'important. Quelque chose de majeur aussi, c'est la décision thérapeutique. Est-ce que le test génétique va changer quelque chose? Est-ce que ça va changer ma chirurgie? Est-ce que ça va changer ma surveillance dans un avenir rapproché? Ça, c'est sûr que ça impacte la prise de décision, puis aussi le temps dans lequel la décision est prise. Puis ça peut être donc la pression sociale, la pression familiale, la pression des fois médiatique aussi qu'on a vu dernièrement. Une fois que la décision est prise, si la personne décide de faire l'analyse génétique, bien sûr, une fois l'analyse terminée, alors ça peut être de l'ordre de, en moyenne, 2 à 6 mois en fonction du type de test qui va être réalisé. Est-ce qu'on fait un seul test d'emblée? Est-ce qu'on fait plusieurs tests de manière séquentielle? Vient le moment du résultat. Cette consultation, elle est faite en personne. Je dis idéalement,
Nous, au CHUM, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de réaliser. Cette consultation en personne, ça peut dépendre des centres, ça dépend aussi de euh, de où la personne se trouve. On sait qu'effectivement, une personne qui va venir, par exemple, de Val d'Or, ben, ça peut être des fois compliqué pour elle de venir rechercher son résultat. Mais l'avantage d'avoir une consultation en personne, c'est qu'on va vraiment pouvoir rediscuter au cas par cas de l'impact des résultats. L'impact, il est au niveau personnel. Qu'est-ce que ça change, encore une fois, pour le suivi? Qu'est-ce que ça change au niveau de votre anxiété, de votre ressenti? Puis surtout, l'impact qu'on va discuter, ça va être au niveau de la famille. Qu'est-ce que ça change au niveau de la surveillance? Est-ce qu'on a des tests à faire chez les apparentés? L'interprétation du résultat n'est pas toujours très simple, puis on va discuter des cas différents. Ce n'est pas la même chose si une personne est la première à être testée dans sa famille ou s'il y a déjà une mutation identifiée. Il y a des particularités qui peuvent être vraiment importantes à discuter en face à face, avec souvent aussi des supports visuels qui nous aident beaucoup à faire passer l'information. Les recommandations de suivi médical, bien sûr. On peut orienter directement le patient vers des spécialistes, organiser la consultation directement après le rendu de résultats. Puis c'est sûr que c'est le moment aussi d'évaluer est-ce qu'il y aurait une indication à réaliser un suivi psychothérapique. Donc, je vous disais, la consultation de résultats, au niveau des résultats du test, on peut avoir différentes situations. Donc, s'il s'agit d'une personne pour laquelle c'est la première fois qu'elle fait un test génétique dans sa famille, c'est ce qu'on appelle un test diagnostique. On veut vraiment savoir dans cette famille est-ce qu'il y a une prédisposition ou non. On peut avoir une analyse positive. C'est à peu près le cas dans 10 à 15% des consultations que l'on voit. Donc c'est sûr que là, on discute très précisément de l'impact, le suivi médical, les chirurgies qu'on peut proposer, puis dans quel délai, etc. Puis on va essayer d'identifier les personnes à risque dans la famille et proposer un dépistage chez ces personnes. L'important aussi, c'est d'aider la manière dont l'information va se transmettre. Et pour ça, alors, je suis en train de me rendre compte que ça ne va pas forcément être visible, mais je vous avais mis ici un exemple de lettre de famille qui est un outil très important pour nous. C'est un outil qu'on va remettre systématiquement aux personnes qui ont une mutation identifiée à destination des membres de leur famille. Donc finalement, plutôt que d'expliquer à chaque personne, on sait que ça peut être difficile, puis on n'a pas de contact direct avec tout le monde, on donne cette lettre de famille qui peut être soit un support si la personne souhaite expliquer son parcours ou peut juste l'envoyer par courriel, par courrier à ses apparentés. Puis là, on va avoir l'explication sans bien sûr donner de détails sur qui est la personne testée, puis qu'est-ce qui s'est passé pour sa santé, mais qu'est-ce qu'on a trouvé dans la famille, qu'est-ce que ça implique de manière assez concise, et puis qu'est-ce qu'on propose, donc c'est-à-dire de prendre rendez-vous ou au moins de prendre contact avec une clinique génétique. On met toujours nos coordonnées directes, ça permet de répondre aux questions des personnes qui disent j'ai reçu une lettre de famille, puis je voudrais en savoir un petit peu plus, mais aussi de de proposer des rendez-vous ou aussi de donner les coordonnées de centres si les personnes ne résident pas du tout dans la même région. L'autre possibilité, et je vous en parlais un petit peu, c'est l'analyse non informative, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé de mutation, on n'a identifié aucune mutation dans les gènes qu'on a testés. Vous le voyez, c'est le plus fréquent dans nos consultations. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça n'est pas génétique, mais ce qu'on dit toujours, c'est que peut-être
il existe une autre prédisposition qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle. Donc on essaye de personnaliser les mesures de suivi médical pour la personne qui a été testée, mais aussi pour ses apparentés. Donc ça peut être de proposer des mammographies à un âge plus jeune que la population générale pour les femmes de la famille, par exemple. Puis parfois aussi, on va avoir des protocoles de recherche qu'on peut proposer et dans lesquels les personnes vont pouvoir rentrer pour tester d'autres gènes, par exemple. Et puis la troisième possibilité qui n'est pas exceptionnelle, puis qui souvent est la plus complexe à expliquer, puis à comprendre, c'est des résultats qui sont un petit peu dans une zone grise, ce qu'on appelle les variants de signification inconnus, c'est-à-dire qu'on a retrouvé une particularité du code génétique, dans le code génétique, mais avec nos connaissances actuelles, on n'est pas capable de savoir si cette particularité a vraiment un impact sur le gène. Est-ce que c'est vraiment une mutation qui donne un risque plus important de cancer ou si c'est juste une variation de la normale et que ça n'a aucun impact pour la santé. À ce moment-là, dans ces situations, on adapte le suivi médical, pareil au cas par cas, puis on garde contact en règle générale de manière annuelle avec le patient, puis on sait que ultimement on va avoir une reclassification, c'est-à-dire que ultimement on va savoir est-ce que cette petite variation, est-ce que c'est vraiment une mutation ou est-ce que c'est juste une variation de la normale parce que les laboratoires continuent à réaliser des analyses, puis continuent en fait à mettre ces données dans des bases de données au niveau souvent même international qui nous permettent à terme d'en savoir plus. Donc finalement, toutes ces trois possibilités sont assez complexes à discuter et encore une fois, c'est toujours des choses qu'on préfère discuter en face à face. L'autre possibilité du résultat, c'est si la personne est venue nous voir alors qu'une mutation était déjà identifiée dans sa famille. À ce moment-là, on n'a que deux cas possibles parce qu'on est allé chercher une mutation qu'on connaissait déjà. Donc finalement, soit on trouve la mutation ou on ne la trouve pas. Si l'analyse est positive, on confirme que la personne donc, est à risque et ça veut dire que éventuellement pour ces enfants, il y a également un risque. Si l'analyse est négative et qu'il n'y a pas d'autres antécédents dans le reste de sa famille, donc dans son autre branche familiale, à ce moment-là, le risque est le même que la population générale, donc c'est la même surveillance que la population générale. Puis ce qui est important aussi, c'est que les prédispositions héréditaires, quand elles sont dominantes, elles ne sautent pas de génération, c'est-à-dire que si on n'est pas porteur, on ne peut pas le transmettre à ses enfants. C'est comme un héritage, ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le donner. Donc, pour finir, je voulais un petit peu ouvrir la discussion parce que je parlais beaucoup jusqu'à maintenant de famille, puis finalement d'impact sur les apparentés, les tests qu'on peut réaliser chez les membres de la famille. Puis la question aussi qu'on a et qu'on a de plus en plus, c'est qu'en est-il des apparentés qui n'existent pas encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire des enfants qu'on souhaite avoir dans l'avenir. Je vais parler de manière assez générale, puis pas uniquement par rapport aux prédispositions génétiques au cancer, mais de manière générale, quand on a une condition génétique et qu'on souhaite effectivement éviter la transmission à la génération future, il existe deux possibilités techniques. On a le diagnostic prénatal qui consiste en fait à laisser une grossesse arriver naturellement, puis aller faire un prélèvement pour faire un test génétique. Donc c'est ce que vous voyez ici. Je cherche ma... Oh. Je suis désolée, ma souris ne m'obéit pas correctement. C'est donc d'aller prendre soit du liquide amniotique, c'est ce qu'on appelle une amniosynthèse, ou d'aller prendre ce qui va devenir le placenta pour aller regarder donc dans l'ADN de l'embryon ou du fœtus si on a l'anomalie génétique qui est présente.
Techniquement, ce n'est pas quelque chose qui est complexe à réaliser au niveau génétique, ni d'ailleurs au niveau du prélèvement en lui-même. Par contre, c'est sûr que si on trouve la présence de la mutation et donc la condition génétique, ben, finalement, la question qui est soulevée, c'est la question de l'interruption de grossesse. Donc, c'est bien sûr une technique qui va être réservée aux conditions qui sont sévères et souvent qui vont plutôt être présentes dès l'enfance. En tout cas, c'est... disons que ça soulève des problématiques psychologiques et éthiques qui sont importantes. L'autre possibilité, c'est en fait d'arriver en amont de cette grossesse. C'est ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. Le diagnostic préimplantatoire, c'est en fait réaliser une fécondation in vitro, donc une technique de procréation médicalement assistée, puis regarder les embryons qu'on a conçus, prendre une seule de ces cellules et aller voir si, si ces embryons vont être porteurs de la condition génétique. On va à ce moment-là réimplanter uniquement les embryons qui ne développeront pas la maladie génétique. C'est sûr que l'avantage, c'est que là, on ne parle pas du tout d'interrompre une grossesse, puis que toutes les grossesses qui vont survenir par ce moyen-là, ben, on sait que normalement, elles vont arriver à terme, puis les enfants seront exempts de la condition. Par contre, c'est une technique qui est plus lourde, à la fois techniquement, à la fois pour les couples, parce que c'est passé par toute la technique de PMA. Et on sait aussi que les chances de grossesse sont plus faibles, de l'ordre de 20%. Donc, je voulais vous parler un petit peu de ces deux techniques parce que c'est des questions qui sont importantes pour nous en conseil génétique, puis qu'on aborde de manière systématique quand on est face à des conditions qui vont se développer, comme je vous disais, dans l'enfance ou qui vont être particulièrement sévères. C'est des choses qui sont un petit peu plus sujettes à discussion dans les prédispositions génétiques au cancer qui vont arriver plus à l'âge adulte, pour lesquelles on a une surveillance, une prévention, mais c'est des choses qu'on peut discuter au cas par cas, puis des notions importantes. Puis pour finir, et bien sûr pour compléter ce que je vous ai dit, si vous souhaitiez avoir plus d'informations, bon, bien évidemment, si vous souhaitiez plus d'informations sur des choses au niveau de vos histoires personnelles et familiales, je vous encouragerais à avoir une consultation génétique, mais sinon de manière plus générale, il existe une association des conseillers en génétique qui nous représente, puis qui explique ce qu'on fait au quotidien, puis surtout pour les prédispositions au cancer liées aux gènes BRCA1 et 2. On a plusieurs ressources, dont surtout un outil qui est extrêmement important pour nous, qui est le livret du Centre Rose, qui est extrêmement apprécié, puis qu'on remet de manière systématique dans nos consultations. Merci beaucoup.